Il pensait que cela durait depuis au moins 2 mois. C'est à ce moment-là qu'il a vu pour la première fois les talons au rouge. Angela détestait les talons. Elle ne les portait que pour les mariages ou les occasions spéciales. Bon sang, parfois rien que pour lui dans la chambre, avec des bas cuissardes et de la lingerie en dentelle, il pensait que leur vie amoureuse était géniale. Mais les talons au travail, c'était nouveau. Pourquoi tu portes des talons, bébé? Il se passe quelque chose de spécial aujourd'hui. Steve a demandé un matin. Angela ne le regardait même pas alors qu'elle continuait à marcher. J'ai rendez-vous avec mon patron, je dois juste avoir l'air professionnel, a-t-elle dit. Steve ne l'a pas dit, mais il pensait qu'une pute de rue professionnelle, c'était plutôt ça. Puis sont venues les heures supplémentaires, d'abord 1 heure ou 2, puis 2 ou 3 jours multiples par semaine, et lorsque l'enterrement de vie de jeune fille a commencé, tout s'est mis en place. Angela détestait les clubs, détestait boire et elle jugeait définitivement les gens qui le faisaient. Mais maintenant elle fréquentait les bars et les salons. Il l'a suivie une nuit. Elle n'est pas allée dans un club, elle est allée dans une maison à Glen Ellen, chez son patron Martin Schindler. Steve y était déjà allé pour des soirées de travail. Il a attendu, mais quand il est devenu clair qu'elle ne sortirait pas de sitôt, il a dégonflé les 4 pneus de sa voiture et est parti. Elle n'a jamais mentionné les pneus crevés, ni cette nuit-là, ni tout le week-end. Mais il l'entendit parler à leur fille, Jenny. Croiriez-vous que quelqu'un a dégonflé mes pneus hier soir? Angela a dit, toujours aussi décontractée, pas question, est-ce vrai? Jenny a demandé, oui, Dieu merci, ils ne les ont pas coupés, ils ont juste laissé l'air s'échapper. J'ai utilisé la pompe que ton père garde dans le coffre. Angela a dit, où étais-tu? Jenny a demandé, sortir avec des copines dans un club de danse. Angèle sourit. Jenny haussa un sourcil. Vous voudrez peut-être éviter ça la prochaine fois. Angela a juste souri. Bien sûr, chérie. Ce lundi-là, Steve a appelé un avocat spécialisé en divorce. C'est pourquoi il était assis devant son bureau ce soir. Elle était sur le point d'être servie. Il a pensé à leurs 21 années ensemble. Tout n'avait pas été terrible. Leur fille Jenny, elle était tout pour lui. Il a rencontré Angela alors qu'elle était réceptionniste et il avait besoin d'aide pour un contrat. Elle était intelligente, gentille et voulait devenir pari égal. Il pensait qu'elle était différente des autres. Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne pose la question. Il pensait qu'ils étaient heureux. Puis tout a changé lorsqu'elle a commencé à travailler pour Martin. Steve était un camionneur. Il travaillait de longues heures mais prenait du temps pour sa famille. Il partait en week-end. Quand Jenny n'était pas occupée avec le sport. Lui et Angela s'enfuyaient pour des week-ends tranquilles à Galina ou sur le lac Léman. Ils avaient leur rythme, du moins c'est ce qu'ils pensaient. Mais après les talons, tout s'est dégradé. Son humeur, son attitude, ils devinrent plus distants. Il se souvenait de la nuit où il l'avait suivi. Bébé, que dirais-tu d'un dîner et d'un film vendredi? J'ai un rare jour de congé. Je veux le passer avec toi. Dit-il. Angela n'a même pas levé les yeux. Tu sais, je sors avec les filles le vendredi. Ils comptent sur moi pour les reconduire chez eux. Elle a dit, ne peuvent-ils pas survivre une nuit sans toi, avec toutes les heures supplémentaires et tes soirées? Je ne te vois presque plus. Steve a dit, eh bien, peut-être que si vous aviez un vrai travail, un travail dans lequel vous ne travailliez pas toute la journée, vous me verriez plus. Mais ce n'est pas le cas, et je le supporte depuis 2 décennies. Gérez-le. Cria-t-elle en se dirigeant vers la porte. Non, au revoir, rien. Steve restait là, abasourdi. Puis il attrapa ses clés et la suivit. Il la rattrapa alors qu'elle tournait sur Main Street, directement vers la maison de Martin. Il ne lui a pas parlé de tout le week-end. Le lundi suivant, il appela l'avocat. Pas de drame, pas de terre brûlée. Il voulait juste sortir. Ses actions disaient tout. Elle ne voulait plus de lui. Pourquoi s'accrocher à une corde qui s'effiloche déjà? Laissez-lui avoir son patron. Il avait fini de se battre. Ce lundi-là, il a fait asseoir Jenny. Elle me trompe, dit-il. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je sais qu'elle couche avec son patron. Pas question, papa, je n'y crois pas, dit Jenny. Je l'ai suivie. Elle a dit qu'elle rencontrait des amis, mais elle est allée directement chez lui. Pas de club. Et les pneus? C'était moi, dit Steve.
Tu as dégonflé ses pneus, a demandé Jenny. Oui, juste devant chez son petit ami, a répondu Steve. Jenny était sans voix. Je n'arrive pas à y croire, moi non plus, mais c'est vrai, a déclaré Steve. Maintenant, ils étaient assis ensemble dans la voiture et attendaient. Tu es vraiment sûr, papa? Pas question qu'elle puisse expliquer ça, demanda Jenny. Non, chérie, c'est fini. Elle a brisé ma confiance, m'a arraché le cœur, a déclaré Steve. Et si elle avait une raison, demanda Jenny. Il n'y a aucune excuse pour une liaison à long terme, répondit Steve. Et si c'était une erreur, peut-être qu'elle était ivre, suggéra Jenny. Alors peut-être, et peut-être que ce serait différent. Mais non, elle a choisi ça. Elle m'a trahi, a dit Steve. Steve soupira, la confiance est tout, chérie. Si vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un, vous ne pouvez pas l'aimer. Notre mariage est fait. Jenny regardait par la fenêtre. Deux hommes approchaient de l'autre côté de la rue. Angela s'appuya contre la fenêtre du bureau de Martin, baissant les yeux. Quel idiot, marmonna-t-elle en regardant Steve dans la voiture. Je ne peux pas croire qu'il pensait me prendre au dépourvu, se moqua-t-elle. Elle se tourna vers Martin. Ce qu'ils avaient, ce n'était pas de l'amour, c'était de l'animation brute, animale. Martin avait passé 6 mois à travailler sur elle. Il voulait une nouvelle épouse. Son propre divorce venait d'être finalisé. Après 19 ans, il en avait fini avec les pleurnicheries de son ex, sa prise de poids et son manque de passion. Il était gêné par elle. Quand les jumeaux sont partis à l'université, il était libre. Angela avait le même âge que son ex mais bon sang, elle était plus tonique, comme si elle avait encore la trentaine. Chic comme l'enfer, Martin s'était assuré de moderniser toute sa foutue garde-robe. Elle allait être la femme trophée parfaite. Steve était perdu dans ses pensées lorsqu'un coup à la fenêtre le ramena à la réalité. « Au toit, Steven Johnson ?» a demandé le gars d'une voix froide. Steve a baissé la vitre, agacé. « Ouais, c'est moi. »« Vous avez été servi, » dit le type en lui tendant les papiers. « Il y a une ordonnance restrictive. Restez à 100 pieds d'Angela Johnson, de Jennifer Johnson et de votre maison. »« Papa, je jure que je n'étais pas au courant de ça. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-il demandé. Jenny lui a passé le reste des papiers et ses yeux se sont tournés vers les mots abus envers les enfants, inconduite sexuelle. Jenny, pourquoi? Steve, murmura sa petite voix, je le jure, papa, je ne savais pas que c'était une sorte d'erreur, sa voix tremblait. Je serais ici ce soir? Jenny a hésité, puis a largué la bombe. Je lui ai dit que le cœur de Steve s'est serré. Quand j'ai découvert qu'elle la trompait, elle a dit qu'elle ne l'avait fait que parce qu'elle avait un rapport de détective. Jenny, dit sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Les yeux de Steve brûlaient d'incrédulité. Non, tu plaisantes. As-tu réellement vu ce reportage? Non, je ne l'ai pas fait. Marmonna-t-elle. Tu l'as cru plutôt que moi. Sa voix se brisa. Tu l'as aidé? M'avoir piégé? Je t'ai dit de ne rien dire. Pourquoi, Jenny? Pourquoi diable me ferais-tu ça? Je le jure, papa, je n'étais au courant de rien de tout cela et de ces accusations. C'est tout. Je n'ai jamais rien dit de tout ça, plaida-t-elle, désespérée. Steve se détourna, la douleur inscrite sur son visage. Ses mains tremblaient alors qu'il essayait de tenir le coup. S'il te plaît, murmura-t-elle, à peine capable de parler. Un long silence. Finalement, Steve parla, sa voix étant à peine un murmure. Tu dois y aller maintenant. Je ne peux pas. Je ne peux pas être près de toi, pas après ça. Je ne veux pas que tu sois à moins de 100 mètres de moi. Ne dis pas ça, papa. Jenny a pleuré, sa voix se brisait. Vas-y, dit Steve, sa voix se durcissant, ou je serai arrêté. Le shérif est debout juste là en train de me regarder lire ses conneries. Il regarda les papiers dans sa main, l'incrédulité prenant le dessus. Putain de merde, ils m'ont gelé compte, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Vous m'avez tous les deux ruinés. Je ne peux même pas me permettre de me battre, je serai coincé au tribunal pendant Dieu sait combien de temps. Le visage de Jenny s'est tordu d'horreur. Non, je vais le réparer, papa, sanglota-t-elle en sautant hors de la voiture et en courant vers l'immeuble de bureau. À l'intérieur, Martin et Angela se penchèrent en arrière, respirant lourdement, les sourires collés sur leurs visages comme s'ils venaient de réussir le braquage parfait.
Ça s'est bien passé, bébé, dit Angela, son sourire s'élargissant. J'aurais juste aimé avoir des jumelles pour voir son visage là-bas, a-t-elle ajouté en ajustant sa robe. Alors que Martin fermait son pantalon, Jenny lui lança une tempête au visage, rouge de fureur, pratiquement brûlante de rage. Tu es un monstre. Maltraitance des enfants, violence sexuelle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Angela n'a même pas bronché, elle a dû faire le premier pas, chérie. Maintenant, il ne peut plus toucher à la maison ni à l'argent. Tout est à moi maintenant. Il ne t'a jamais fait de mal, cria Jenny, les poings serrés. Et tu ne sais même pas s'il a triché. Angela a souri, toi et lui bien trop près. Jenny s'avança, se retenant à peine. Il n'a pas triché, n'est-ce pas? Angela laissa échapper un faux rire. Non, qui a besoin de lui? Tu es un monstre. Cracha Jenny, sa voix dégoulinante de venin. Sans avertissement, elle a balancé son poing sur le visage d'Angela, atterrissant avec un bruit sourd. Angela est tombée comme un sac de briques, le choc et la douleur inondant son visage. Gémit-elle en serrant sa mâchoire. Martin éclate de rire, joli cliché, gamin. Jenny resta figée pendant une seconde. Ses poings étaient si serrés. Ses jointures sont devenues blanches. Ses yeux leur lançaient des poignards tous les deux. La pièce rit de parfums bon marché et de sueur rassis. L'air chargé de tension, les étagères encombrées du bureau remplies de papiers en désordre, tout autour d'elle était dégoûtant. C'était comme être dans une décharge. Son dégoût déborda d'un seul coup sauvage. Elle a tout fait tomber du bureau, envoyant des papiers, des stylos et des conneries au hasard. Tu ferais mieux de prier pour que nous ne nous croisions plus jamais, espèce de merde, grogna-t-elle d'une voix acide. Je jure que je te ferai regretter cette merde. Tu penses que tu as gagné? Non, tu as autre chose à venir. Elle lança un dernier regard furieux à Martin, se retourna et sortit en trombe, claquant derrière elle. Jenny, attends. La voix d'Angela la suivit, désespérée, mais Jenny ne se retourna pas, bon sang. Martin marmonna doucement et venimeux alors qu'il la regardait partir. Cette petite sorcière va payer pour cette grosse somme. Jenny ne s'est pas arrêtée. Elle était déjà dehors quand un gars s'est approché d'elle, tenant une épaisse enveloppe à la main. Êtes-vous Angela Johnson? A-t-il demandé à voix haute. Jenny ne lui a même pas accordé un second regard. Elle montra l'intérieur sans un mot, puis ôta ses bottes en trombe, martelant le sol à chaque pas vers l'intérieur. Martin et Angela riaient toujours, réalisant le drame qu'ils venaient de déclencher. Elle a été servie, a déclaré Martin, un sourire narquois sur son visage. Dehors, Jenny paniquait. Elle a essayé d'appeler son père à plusieurs reprises, mais il ne répondait pas à chaque fois qu'elle essayait. C'était comme s'il s'enfonçait dans une spirale plus profonde. Il avait peur qu'Angela utilise n'importe quel contact contre lui pour envoyer les flics après lui pour avoir enfreint l'ordonnance d'éloignement. Elle avait déjà empoisonné tous leurs amis contre lui. Seuls ses parents et son frère croyaient encore à son innocence. Même sa belle-sœur a gardé les enfants à l'écart, juste au cas où les allégations seraient vraies. Cela a presque ruiné son mariage jusqu'à ce que George, son frère, oblige Jenny à tout dire. Steve était brisé. Il ne pouvait pas comprendre comment Angela pouvait le haïr à ce point ou comment Jenny, même sans connaître toute la vérité, avait sans le savoir contribué à le détruire. Même si elle n'était pas au courant des accusations d'abus, elle avait parlé de l'affaire à Angela et elle savait exactement quand Steve serait près de son bureau. Elle a affirmé qu'elle voulait être là pour lui quand Angela serait servie, mais elle savait que c'était Steve qui était sur le point d'être servi à la place. Désespérée d'arranger les choses, Jenny a commencé à chercher quelqu'un qui pourrait aider son père. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert que l'avocat spécialisé en divorce était quelqu'un du cabinet de sa mère. Aucune aide là-bas. Elle a décroché le téléphone et a appelé grand-père George. « Qu'est-ce qui se passe, gamin ?» demanda-t-il d'une voix sévère. « Nous devons aider papa. Il ne répondra pas à mes appels. »« Je ne sais pas quoi faire » cria Jenny, la voix brisée. George resta silencieux pendant une seconde. Puis son ton s'adoucit, « Je n'arrive pas à croire ce que tu as fait à ton père, Jenny. À quoi pensais-tu aider ta mère avec ce grand-père? Bien, je vais voir ce que je peux faire. Puis-je lui parler? Est-il là? A-t-elle demandé désespérément? Non, il ne peut pas avoir de contact avec toi jusqu'à ce que le tribunal lève l'ordonnance. Chaque fois que tu appelles, il a peur que ta mère le découvre et envoie les flics. Si je le vois, je lui dirai. Dis doucement George.
Elle a raccroché en pleurant encore plus fort. Jenny avait fini. Après tout ce qui s'est passé, quelque chose en elle s'est brisé, la colère, la douleur, tout a explosé. Elle a fait irruption dans la chambre de sa mère comme un ouragan, déchirant les tiroirs, en sortant chaque pièce de lingerie, chaque tenue chic qui avait toujours tenu à Angela. Elle les jeta dans les escaliers, la pile devenant de plus en plus grosse et de plus en plus désordonnée à chaque lancer. Les étiquettes étaient encore accrochées à certains vêtements, comme si Angela ne les avait jamais portés. « Va te faire foutre, maman. » Jenny marmonna dans sa barbe, sa voix basse et furieuse, alors qu'elle sortait en trompe de la maison et se dirigeait vers la grange. Elle n'y réfléchit même pas à 2 fois alors qu'elle attrapait l'essence à briquet et aspergeait la pile de vêtements comme si de rien n'était. D'un coup d'allumette, les flammes jaillirent, rugissant comme une bête déchaînée. Jenny restait là à le regarder brûler, sentant quelque chose en elle se relâcher enfin. Le feu avait l'impression de brûler le dernier morceau du poids qu'elle portait. Puis, juste au moment où l'horloge sonnait l'heure, une idée lui vint. La voiture d'Angela a hurlé dans l'allée. Elle a freiné comme si elle était sur le point de s'écraser. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» cria la voix d'Angela depuis la voiture alors qu'elle sautait et se précipitait vers le feu. « As-tu perdu la tête ?» Jenny n'a même pas bronché. Elle s'est simplement penchée en arrière sur la chaise de jardin, attisant nonchalamment les flammes avec un bâton. Elle leva les yeux vers sa mère avec des yeux morts, sa voix froide comme la glace. « Non, maman, je vais parfaitement bien. J'ai juste décidé que tu vas payer pour être sûr que papa ne puisse pas me parler. » Elle fit une pause, regardant le visage de sa mère devenir rouge de rage chaque jour. « Je ne peux pas lui parler. Encore plus de tes conneries partent en fumée et si tu essaies à nouveau de me toucher, je signalerai ton abus. » Oui, au fait, Jenny, laisse les mots flotter dans l'air comme une menace. Ton copain m'a demandé de lui montrer mes sous-vêtements. Angela se figea, sa bouche se détendit, ses mains tremblaient à ses côtés. Jenny, ce n'est pas la bonne façon d'arranger les choses. Balbutia-t-elle, la voix brisée. Jenny se leva lentement, ses mouvements délibérés, comme si c'était elle qui contrôlait. Maintenant elle se dirigeait vers le tas en feu, ses yeux toujours rivés sur ceux de sa mère. Jusqu'à ce que je puisse lui parler. Ta merde continue de brûler, dit Jenny, sa voix basse mais remplie d'une rage froide et calculée. Angela a crié sa voix haute et stridente alors qu'elle se retournait et se précipitait à l'intérieur. Elle a claqué la porte derrière elle, sortant son téléphone, composant le numéro de Steve comme si c'était sa dernière bouée de sauvetage. Elle a laissé un message frénétique, ses mots partout, mais Steve n'a pas décroché. Il n'a même pas écouté le message. Il a juste gelé supprimé comme si de rien n'était. Quelques minutes plus tard, un camion de pompiers et une voiture de police sont arrivés. Un policier et un pompier sont arrivés. Que se passe-t-il ici, jeune femme, a demandé Jenny en souriant, sans se soucier de rien. Elle est devenue trop grande et m'a dit de les brûler. Vous ne pouvez pas simplement allumer le feu dans votre cour avant. Est-ce que ta mère est à la maison? Ouais, elle est à l'intérieur. Le pompier est intervenu. As-tu utilisé quelque chose pour l'allumer? Un bidon entier d'essence à briquet. Tirez, a dit le flic. Ce n'est pas grave, officier. Angela dit rapidement sans le repousser, les pompiers s'en occupent. Madame, saviez-vous qu'il est illégal d'avoir un feu incontrôlé dans votre jardin, a demandé le policier. Non, je ne l'ai pas fait, dit-elle en serrant les dents. Voici votre amende. Payez-la simplement. Aucune comparution devant le tribunal n'est nécessaire la prochaine fois. Donnez simplement les vêtements à Godwill. Peut-être que quelqu'un qui en a réellement besoin les utilisera. Elle claqua la porte, la frustration visible sur son visage. Le lundi suivant, l'avocat d'Angela s'est présenté devant le juge pour l'audience sur l'ordonnance de non-communication. Il n'a même pas pris la peine d'essayer de la renouveler, sachant qu'elle avait été déposée pour de faux motifs. Il avait fait son travail, gagné du temps et détruit la réputation de Steve. L'avocat de Steve a déposé une requête pour parjure, mais le juge l'a rejetée, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve solide. L'ordonnance a été déposée avec de mauvaises intentions. Vous pourriez ouvrir une boîte de Pandore avec cela dans votre demande reconventionnelle en divorce, a prévenu le juge, mais vous savez qu'il n'y a aucune chance que cela reste. Le fait que l'ordonnance de non-communication ait été levée n'a pas apporté beaucoup de soulagement à Steve. Il s'enfonçait encore plus profondément dans la dépression. Sa vie s'écroulait. Les fausses accusations, les avoirs gelés, la trahison de sa femme et, pire encore,
la trahison de sa fille, c'en était trop. Il arrivait à peine à joindre les deux bouts, s'absentait du travail et buvait plus qu'il n'aurait dû. Tout ce qu'il a fait, c'est se vautrer dans la misère. Il a visité la maison un après-midi alors qu'il savait qu'Angela et Jenny ne seraient pas là. Il a découvert qu'elle avait changé les serrures, mais que les portes du garage fonctionnaient toujours. À l'intérieur, il trouva ses affaires emballées dans des sacs poubelles, des cartons éparpillés un peu partout. Elle lui avait laissé l'album de mariage et les photos de leur famille qui décoraient la maison. Il restait en contact avec ses parents et son frère, mais les choses étaient tendues. Ses parents l'ont poussé à consulter un psychiatre, mais il a refusé. Il n'avait pas besoin d'un psy pour lui dire que sa vie était un désastre. Le cabinet d'avocats d'Angela était impitoyable. Ils ont même parlé à son patron de l'ordonnance d'interdiction et des accusations d'abus, ce qui a fait virer Steve en raison d'une clause de moralité dans son contrat. S'il avait été dans un meilleur état mental, il aurait su qu'il pouvait lutter contre cela et probablement gagner, mais à ce stade, il ne pouvait se résoudre à rien faire. Personne ne savait où Steve vivait. Il ne communiquait avec sa famille que par téléphone. La seule fois où quelqu'un l'a vu, c'était lorsqu'il devait comparaître au tribunal pour son divorce. Il a refusé de parler à qui que ce soit, à l'exception de son avocat et du juge. Jenny essayait de lui parler pendant ces moments-là, mais il l'ignorait à chaque fois, passant devant elle avec des yeux morts, sans dire un mot. Elle pensait qu'il ressemblait à un fantôme. Pendant ce temps, Angela prospérait. Elle avait commencé à en vouloir à Steve bien avant que Martin n'entre en scène. Au moment où Martin l'avait séduite, elle détestait plutôt Steve. Après des mois de bataille juridique, le divorce est définitif. Steve a récupéré sa part des actifs. Son avocat a vendu la maison et Steve a gardé son camion. Mais il n'a pas pu trouver de travail à cause des rumeurs selon lesquelles il maltraiterait sa fille. Personne ne s'en souciait. Il n'a même jamais été accusé de quoi que ce soit. Il décide de déménager à Chicago où il trouve du travail comme chauffeur de camion. Il a emballé le peu qui lui restait à l'arrière de son camion et disait au revoir à ses parents lorsque Jenny est arrivée. « Papa, je suis vraiment désolé, rien de tout cela n'aurait dû arriver, » dit-elle en se précipitant pour le serrer dans ses bras. Steve a pleuré, mais ne lui a pas rendu son bras. « Tu as choisi maman plutôt que moi sans preuve. Tu es allé la voir en premier. » C'est à ce moment-là que tout a mal tourné, dit-il, des larmes froides remplissant ses yeux. « Je ne savais pas, papa. Je suis vraiment désolé. Je pars maintenant. Cette fausse accusation de maltraitance me suivra pour toujours. Une fois que quelqu'un vous accuse de cela, c'est une tâche qui ne s'enlève jamais. Mais ne t'inquiète pas, un jour ta mère et son petit ami paieront pour ça. Au revoir, Jennifer, dit-il doucement, la douleur claire dans sa voix. Je t'aimais plus que ma propre vie. J'ai fait tout ce que je pouvais pour toi. J'espère juste que tu ne finiras pas comme ta mère. Elle a fondu en larmes et sa grand-mère l'a serrée dans ses bras. Cela a donné à Steve la chance de monter dans son camion et de partir. Angela, veux-tu m'épouser, a demandé Martin le jour où son divorce était définitif. Bon sang, oui, Martin. Oh mon Dieu, oui. Angela a répondu, les larmes aux yeux alors qu'elle sautait de son siège et le serrait dans ses bras, provoquant une petite scène dans le restaurant. Allons chez toi et célébrons, dit-elle pendant que Martin payait l'addition. Elle adorait sa grande maison et avait hâte d'emménager et de la faire sienne. La première chose que nous ferons est de jeter tous ces meubles et ces rideaux que mon ex a choisis, et nous allons refaire la chambre à coup sûr. Martin a ri. Pendant qu'il marchait. En sortant, il a aperçu son ex-femme, Carole, en train de dîner avec ses parents. Carole lui a lancé un regard dégoûté, visiblement énervé par lui et sa nouvelle petite amie, alors qu'il passait devant lui, elle lui a craché dessus, mais Martin n'a même pas bronché dans l'entrepôt du camion, se sentant mal, il a vu son copain, Lou, debout sur le pas de la porte. On dirait que quelqu'un vient d'écraser ton chien, dit Lou en haussant un sourcil. Le divorce est définitif aujourd'hui. Steve répondit complètement vaincu. Mec, après tout ce que cette sorcière t'a fait, tu dois sortir et te défouler, dit Lou avec un sourire narquois. Ce n'est pas elle, c'est ma fille. Elle a choisi son camp. Je ne peux même pas la regarder en ce moment, dit Steve en se frottant le visage. Elle n'arrête pas d'appeler, continue d'envoyer des emails, mais je ne peux pas lui parler. C'est comme si elle était une étrangère. Peut-être que tu devrais parler à un psy, peut-être que tu devrais te défouler. Fit une voix derrière moi. Salut, Mariana. Dit Steve. Faire demi-tour,
ce n'est pas une mauvaise idée. Lou intervint, hein, qui veut de ce vieux desséché? Steve rit, essayant de l'oublier. Mariana se pencha sur ses lèvres, effleurant son oreille tout en murmurant quelque chose, puis passa sa langue le long de son lobe d'oreille. Elle s'est éloignée et les gars l'ont regardé secouer la tête. Vas-y, Steve. Lou a dit, c'est une bonne fille. Très bien, pourquoi pas? Steve a dit qu'une étincelle de vie lui revenait, c'est mon petit ami. Prenons la route. Mariana a dit avec un sourire. Lors de leur premier rendez-vous, Steve a emmené Mariana dîner et aller au cinéma. Ensuite, ils sont allés à Baker Square pour prendre un café et un gâteau. Steve, tu dois garder la tête haute, dit-elle en lui prenant la main. Tu es un bon gars. Vous venez de traverser une période difficile. Les choses vont changer, peut-être. Marianne. Pendant longtemps, je n'ai pas pu comprendre ce que j'avais fait de mal, pourquoi elle s'en prenait si fort à moi pendant le divorce. Elle est une poubelle, Steve. Tu es mieux sans elle, dit-elle en lui serrant la main. Tout cela appartient au passé maintenant. Regardons vers l'avenir. Je suis là pour toi. Il sourit et lui serra la main. Sortons d'ici, hein. Mariana l'a attiré pour un baiser alors qu'elle ouvrait la porte de chez elle. Tu veux vérifier ma chambre? Elle a demandé sa voix. Ludique, j'adorerais, dit Steve. En la suivant à l'intérieur, le clair de lune traversait la fenêtre, projetant une calme lueur bleue sur la pièce. Ils s'embrassèrent lentement, se déshabillant. Ce n'était ni sauvage ni fou, juste deux personnes profitant du moment. Mariana était allongée sur le lit et Steve s'agenouillait par terre à côté d'elle. Eh bien, sa défaite est ma victoire et je vais en profiter pleinement, pensa Steve en l'embrassant à nouveau. À tout moment, bébé, à tout moment. Environ une semaine plus tard, un homme vêtu de noir s'est glissé jusqu'à la porte arrière d'une grande maison d'un quartier chic, prêt à entrer par effraction. Il a souri lorsqu'il a trouvé la porte déverrouillée et s'est déplacé tranquillement dans la maison, essayant de ne faire aucun bruit. Finalement, il atteignit la pièce qu'il recherchait. La pièce était parfaitement aménagée pour ce dont il avait besoin. Il avait étudié une photo Facebook de sa cible assise à son bureau et, sous l'angle de la photo, il était clair où tout se trouvait. Le placard était juste derrière et à droite du bureau. La pièce était faiblement éclairée par une simple lampe de bureau. La porte du placard était fermée, mais il voyait encore assez bien. Il ouvrit doucement la porte et attendit. Sa seule inquiétude était que sa cible puisse se diriger vers le placard avant de s'asseoir à son bureau, ce qui compliquerait les choses. Mais il avait toujours son alibi et cela le protégerait. Martin Schindler entra dans son bureau à domicile, face au placard, et s'assit à son bureau. L'invité non invité a lentement ouvert la porte du placard et s'est enfui. Martin a entendu le bruit et a levé les yeux trop tard. Un poulain a été pressé contre sa tête et la gâchette a été appuyée. Le poulain fut placé dans sa main et un mot fut laissé sur le bureau. Le tireur est rapidement sorti par la porte. Angela rentra du shopping et entra dans le bureau de Martin, ravie de lui montrer la nouvelle literie qu'elle avait achetée. Quand elle a vu le corps, son cœur s'est brisé et elle a crié. Elle a sorti son téléphone, a appelé les urgences et a signalé la fusillade. En regardant Martin, elle remarqua le poulain dans sa main et le mot sur le bureau. Elle n'y a pas touché, mais elle a lu ce qui y était écrit. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Non, Steve, non. Cria-t-elle, la voix tremblante. Qu'avez-vous fait? Le détective de Von Jordan a reçu l'appel et s'est dirigé directement vers la maison des Schindler. Lorsqu'il est entré, il a repéré une femme qui pleurait dans le salon et a vu l'équipe sur les lieux du crime. Entrant et sortant du bureau, il regarda autour de lui, attrapant une nouvelle série de clubs de golf dans un coin. De bons clubs, de bonnes choses là-bas, pensa-t-il. Alors qu'il continuait à scruter la scène, son regard se posa sur le corps et il vit la secte toujours agrippée à la main droite de la victime. Il se tourna vers l'un des officiers arrivés les premiers. Qu'avons-nous? On dirait une balle dans la tête. La victime est Martin Schindler, un avocat. La femme est Angela Johnson, la fiancée. Elle a trouvé le corps et a appelé les urgences. Y a-t-il une note? A demandé Jordan. Oui, monsieur, c'est tapé sur un ordinateur. Pas de signature, juste une ligne. L'agent a remis à Jordan un sac en plastique contenant la note à l'intérieur. Jordan fronça les sourcils en le lisant puis leva les yeux vers Angela. Est-ce la mariée, la blonde?
Ouais, c'est elle, a répondu l'officier. Madame, avez-vous une idée de ce que signifie cette note, a demandé le détective Jordan en se tournant vers Angela. Ouais, dit Angela d'une voix tendue. Ça veut dire que ce n'était pas un suicide. Martin détestait les colts. Il n'en aurait pas eu un comme celui-là. Pourquoi pensez-vous que votre ex-mari a fait ça, a demandé Jordan. Est-ce qu'il savait vraiment pour vous deux, insista Jordan. Êtes-vous sorti avec Martin alors que vous étiez encore mariés? Angela baissa la tête, le visage rouge de honte. Oui. Quelqu'un d'autre aurait-il pu vouloir sa mort? Il était avocat, n'est-ce pas, a demandé Jordan. Angela a hésité. Je pense que son ex-femme était plutôt énervée d'être laissée. Il travaillait dans le droit des sociétés, s'occupait de clients civils qui ne vont jamais vraiment au tribunal. D'accord, madame, où étiez-vous hier soir? Demanda Jordan en déplaçant son attention. Je faisais du shopping. Tu ne penses pas que je l'ai fait, n'est-ce pas? Demanda Angela, la voix tremblante. Je ne sais même pas si c'était un suicide. Pouvez-vous me donner les reçus de vos achats s'il vous plaît? Jordan a demandé, bien sûr, détective, dit Angela en sortant les reçus de son sac à main. Plus tard, par un dimanche après-midi ensoleillé, le détective Jordan s'est rendu chez Steve Johnson. Monsieur Johnson, je suis le détective Jordan. Je dois vous poser quelques questions, dit Jordan en se dirigeant vers la porte. Bien sûr, le détective Steve a répondu d'une voix plate. Comment tu tiens le coup? Où étais-tu vers 20 h hier soir? Je travaillais à conduire une camionnette à travers Rockford. Je suis arrivé à la gare à 9h30. Vous pouvez vérifier les journaux. Steve répondit clairement fatigué. D'où viens-tu? Ce qui s'est passé? Jordan a demandé, Martin Schindler a été abattu la nuit dernière. Ça ressemble à un suicide-suicide, demanda Jordan, un sourcil levé. Eh bien, disons simplement qu'il y a des choses qui ne collent pas, Steve répondit sur un ton prudent. Je n'ai pas pu terminer le voyage depuis Rockford hier soir, mais il semble que le timing soit bon, non? Jordan pressé, ouais, si tu as besoin de vérifier, je te donne mes coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment, a déclaré Steve, évitant clairement d'autres détails. Jordan est parti, frustré de devoir se rendre au nord-ouest de Chicago pour parler à Steve, puis traverser la ville pour vérifier son alibi. Il n'arrêtait pas de réfléchir à l'affaire. Pourquoi un gaucher se tirerait-il une balle avec sa main droite? Pourquoi écrire une note? Et pourquoi y avait-il si peu de marques de coups sur sa main? S'il la tirait? Tout cela était tout simplement étrange. De retour chez lui, Steve s'assit à la table de la cuisine où Lou était déjà assis. Mec, qu'est-ce qui se passe? On dirait que quelqu'un a donné un coup de pied à ton chien, dit Lou en sirotant sa bière. Steve rit amèrement. Tu crois que mon ex-fiancé s'est suicidé? Pas question, dit Lou les yeux écarquillés. Pas moyen. Ouais, mec, j'espère que mon alibi est vérifié, dit Steve en prenant une gorgée de sa bière. Ils tintèrent les bouteilles, laissant la tension s'apaiser un instant. Pendant ce temps, Angela était assise au premier rang lors des funérailles de Martin. Son visage trempé de larmes. Elle pleurait l'homme qui l'avait éloignée de la vie qu'elle avait eue autrefois avec Steve, la vie qu'elle pensait vouloir. Elle avait été follement amoureuse de Steve, mais elle a ensuite commencé à travailler pour Martin. Il ne lui a pas fallu longtemps pour semer le doute dans son esprit, rabaissant constamment Steve et les chauffeurs de camions en général. Il l'a épuisée et elle a commencé à le croire. Alors qu'Angela était assise là, l'esprit flou, elle réalisa qu'elle ne savait pas si elle pleurait pour Martin ou pour la perte de son mariage. Elle ne se souciait même pas que les gens la regardent. Elle était au-delà de s'en soucier. Elle n'entendit ni les murmures ni les regards noirs de l'ex-femme de Martin ou de ses filles. Ils lui ont reproché ce qui s'était passé. Angela se leva et se dirigea vers sa fille, Jenny, qui rentrait de l'université pour le week-end. Tu pourrais au moins venir aux funérailles et présenter tes respects, dit Angela, la voix tremblante. Jenny la regarda froidement. Comment oses-tu me demander de respecter l'homme qui a ruiné mon père? Va te faire foutre, je ne devrais même pas appeler cet imbécile un homme. Jenny a claqué la porte alors qu'elle sortait en trombe de la maison et retournait à l'université de La Crosse, dans le Wisconsin. Plus tard, le détective Jordan était en réunion avec son patron, soulignant le manque de progrès dans l'affaire. Tous les suspects. Les alibis ont vérifié les journaux de bord du camion de Steve Johnson, montrant qu'il n'a fait aucun arrêt sur son chemin de Madison à Chicago et le timing est bon.
L'équipe de l'entrepôt a confirmé qu'il était le chauffeur. Les reçus et les images de sécurité d'Angela Johnson la placent chez Macy's, Victoria's Secret et Starbucks. Jordan a dit que l'ex-femme de Schindler et ses filles dînaient en famille pour son anniversaire. Le commandant nota, était-ce vraiment son anniversaire? Le commandant a demandé, non, ils étaient juste en train de le célébrer. Répondit Jordan, essayant toujours de donner un sens à tout. J'ai même vérifié la fille de Johnson. Elle était à l'université à plus de 3 heures dans le Wisconsin. Jordan a ajouté, il n'y a aucune chance. C'était un suicide, a déclaré Jordan, sa frustration grandissant. Est-il possible? Le commandant a demandé, honnêtement, ça ne me semble pas bien. Jordan a déclaré en secouant la tête, eh bien, sans suspect, sans motif clair et sans preuve solide, c'était même un homicide. Je pense que nous appellerons cela un suicide, décida le commandant. Jordan hocha la tête et quitta la pièce. Il n'était pas convaincu, mais cela ne dépendait pas de lui. 6 mois après le divorce, Angela a invité Jason Davis à dîner. C'était leur 3e rendez-vous et Angela l'avait finalement mis au lit après une nuit intense ensemble. Jason est rentré chez lui. Il a ouvert une bière, s'est assis pour vérifier ses emails et était sur le point de se détendre quand, bam, un poulain a été pressé contre sa tête et un coup de feu a retenti. Il laissèrent le poulain dans sa main avec un mot à côté de lui. Le prix a été payé en totalité, détective. Jordan entra dans l'appartement et directement dans la cuisine. Avant même qu'il puisse parler, un officier lui a remis une note de suicide. Eh bien, bon sang, marmonna Jordan en scrutant la scène. On dirait que j'avais raison sur quelque chose. Maintenant, je dois juste découvrir qui a fait ça. Il se tourna vers l'officier. Un prince Marc? Ouais, mais je parie que ce sont eux qui souffrent. Des témoins? Quelqu'un qui a appelé les urgences? Jordan a demandé à son voisin d'avoir entendu le coup de feu et de l'appeler. L'officier a répondu, quelqu'un a vu quelqu'un entrer ou sortir? Jordan pressé? Bien sûr que non. Comment sont-ils entrés? Pas de vitres cassées ni de serrure forcée. On dirait qu'ils viennent du balcon. La porte coulissante n'était pas verrouillée. Le gars n'était probablement pas trop inquiet, pensant que c'était le 2e étage. Mais honnêtement, n'importe qui de taille moyenne aurait pu sauter et se relever. Homme moyen ou femme moyenne, a demandé Jordan. Un homme moyen, une grande femme. A répondu l'officier. Où est le téléphone de ce type, a demandé Jordan. C'est ici. Jordan a enfilé une paire de gants et a parcouru le téléphone. Il fallait juste vérifier. Il découvrit que le dernier appel était destiné à Angela. Choquant, dit-il en haussant un sourcil. Après une rapide série de condoléances et de bavardages, Jordan s'est mis au travail. Mademoiselle Johnson, pourquoi pensez-vous que vos amants continuent de mourir à cause de suicides apparents, a-t-il demandé sans embâche. Ça doit être Steve. Angela répondit presque dans un murmure. Il me punit. Où étiez-vous hier soir, madame? À la maison toute la nuit. J'ai un système d'alarme qui le confirmera. Parlez-moi du système d'alarme. Quand il est allumé, il détecte les portes ou les fenêtres qui s'ouvrent. Je l'ai allumé quand Jason est parti hier soir et je l'ai éteint ce matin quand vous êtes arrivé, dit-elle, la voix brisée. L'avez-vous éteint à un moment donné la nuit dernière? Non. Donc c'était allumé toute la nuit. Ouais, c'est assez facile à vérifier, dit Jordan, toujours insistant. Donc vous pensez que votre ex-mari est derrière tous ces suicides, a demandé Jordan. Ouais, qui d'autre cela pourrait-il être? L'avez-vous vu? Vous a-t-il contacté, demanda Jordan en plissant les yeux. Non, je ne l'ai pas vu, dit-elle en secouant la tête. Alors comment aurait-il pu savoir pour ton dernier amant, insista Jordan. Je ne sais pas, mais c'est lui, ça doit être. Très bien, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Reste prêt, dit-il en se tournant pour partir. Oh, encore une chose. Quelle taille faites-vous? Environ 5 minutes 9 secondes, ou 510. Angela a répondu, l'air confuse. Pourquoi avez-vous besoin de ça? Juste curieux, a dit Jordan avant de repartir, mes condoléances. De retour au poste, le chef a demandé, est-ce encore la même note? Oui, la même. Jordan a répondu l'air irrité. Tenez-moi au courant quotidiennement. Cela ne peut pas être une coïncidence. Le chef a ordonné que l'alibi de la femme soit vérifié.
Jordan a ajouté, je verrai si je peux y faire des trous, mais je me dirige vers la maison de son ex maintenant. Le détective a dit, attention, faites-moi savoir ce que vous avez trouvé. Alors que Jordan partait, il avait le mauvais pressentiment que tous les alibis d'Angela seraient aussi solides que le précédent. Où étiez-vous la nuit dernière? 1h30 du matin, a demandé le détective, allant droit au but. Je ne suis arrivé qu'à 14h30. Que s'est-il passé cette fois-ci? Tu sais, Jason Davis. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire, dit Steve l'air confus. Il a rencontré ton ex-femme. On dirait qu'il s'est suicidé la nuit dernière. Pas question, dit Steve, son visage tombant. On dirait. Peut-être qu'elle est une boucherie en série, du genre veuve noire. Jordan a dit avec un ton sarcastique, peut-être. Merci, si j'ai besoin de quelque chose, je te contacterai. Steve a dit en fermant la porte avec un sourire narquois. Qu'est-ce que c'était que tout ça, bébé? Demanda Marianne en regardant Steve. Alors qu'il fermait la porte, on dirait qu'un autre des petits amis de mon ex a donné un coup de pied dans le seau. Steve a dit en se rasseyant. Oh mon Dieu, Marianne a dit la main à sa bouche. Ouais, c'est une bonne chose que j'ai un alibi. Je suis debout? Je ne comprends pas pourquoi je suis coincé au milieu de tout ça. Tu lui manques, répondit Steve en se frottant le front, d'accord, je ne sais pas quoi te dire. Elle a vu que nous étions allés à ce restaurant de sushi le mois dernier. Elle surveille toujours chacun de mes mouvements sur Facebook, tout comme je regarde les siens. Elle m'envoie des SMS tout le temps pour me demander comment tu vas et me dire qu'elle est heureuse que tu aies trouvé quelqu'un avec qui tu es heureux. Elle m'appelle une fois par semaine juste pour parler. Steve leva son visage avec un mélange d'incrédulité et de frustration. Quoi, qu'est-ce que c'est? Détends-toi, bébé. Dit-elle en le tirant vers le bas. Je ne me mêle pas de ça, tu dois t'en occuper toi-même. Elle est toujours ton amie sur Facebook et c'est elle qui a vu que nous sortions. Elle te surveille, c'est tout. Soupira-t-il en la serrant fort. Je t'aime, mais reste en dehors de ça. C'est ma faute, pas toi. Elle lui rendit son étreinte, je ne suis pas impliqué, je ne t'entraînerai dans rien, tout dépend de toi. Je lui ai dit sans détour, je n'essaie pas de vous faire travailler tous les deux. Il hocha la tête, la serrant contre lui, et éteignit la télé, essayant de chasser le désordre de son esprit. Écoutez, chef, je n'ai rien qui la relie à la scène du crime. Dit le détective Jordan, la frustration s'insinuant dans sa voix. Il n'y a pas d'effraction, pas d'empreinte. Digital, rien, bon sang. Il n'y a même pas de marques étranges dans les éclaboussures de sang. S'il n'y avait pas ces fichues notes identiques, j'aurais classé les deux dossiers comme des suicides. Le commandant le regarda avec scepticisme. L'alibi de l'ex est-il solide? Rien ne passe à travers ça? C'est verrouillé comme un coffre-fort. Bon sang, tu penses que l'ex-femme de Schindler voulait se venger. La vidéosurveillance la montre au club avec son nouveau mec. Les enfants étaient à l'école. Elle a un alibi à toute épreuve. Jordan a répondu, merde, a marmonné le commandant. 2 ans plus tard, Angela a changé son schéma habituel et a commencé à voir Lance Forrest. Réel. 1 mois après avoir fréquenté Lance, Angela a commencé à devenir trop à l'aise. Certaines personnes diraient qu'elle a arrêté de cacher la relation et a commencé à le rendre public. Lance regardait un match à la maison lorsqu'un poulain lui a été poussé à la tête et a laissé une autre note identique. Le prix a été payé en totalité. Voici Jordan, le détective, en répondant à son téléphone. Voix sur l'autre extrémité. Quoi de neuf, mec, répondit Jordan, essayant de garder la conversation décontractée. Avez-vous des canons résolus qui pourraient être liés aux miens? De quel cas parle-t-on? Des suicides entièrement payés? J'en ai un. Jordan a dit, pas question, marmonna en son, aucun lien avec Angela Johnson. Ouais, c'était la petite amie du gars, dit en son ton sombre. Tu me dis que c'est un modèle? Jordan pressé, l'alibi de votre ex-mari est toujours solide. Jordan a demandé, oui, il passait par Madison à ce moment-là. Anson a confirmé, et Angela, elle était seule à la maison. Le système d'alarme lui donne un alibi solide. Comme la dernière fois. Est-ce la même affaire cette fois-ci? Ouais, cette fois, elle a commandé de la nourriture chinoise. La nourriture est arrivée dans les 30 minutes. La fusillade a eu lieu. À peu près à ce moment-là,
un voisin a appelé les urgences après avoir entendu le coup de feu. C'est à environ 23 minutes en voiture plus 3 étages à pied jusqu'à l'appartement. Nous ne voyons tout simplement pas comment elle aurait pu le faire en si peu de fenêtres. Je t'entends. Marmonna Jordan en faisant les 100 pas, bon sang. Anson jura. Rendons-nous demain et comparons nos notes. Très bien, mais avec tous les alibis en place et aucun nouveau suspect, ces affaires sont toujours mortes dans l'eau. Steve et Marianne étaient assis dans la grande salle et regardaient Jenny traverser la scène pour obtenir son baccalauréat. Steve ne pouvait s'empêcher de rayonner de fierté, essuyant une larme alors qu'il regardait sa fille réaliser quelque chose de grand. Marianne lui serra fermement la main, l'embrassant doucement. Après la cérémonie, ils se dirigèrent vers la voiture. « Chérie, tu l'aimes tellement, pourquoi ne l'appelles-tu pas ?» Marianne a demandé doucement. « Non, » répondit Steve. Elle a fait son choix en se rangeant du côté de sa mère. Elle le regrette seulement maintenant parce qu'elle se sent mal pour ce que sa mère m'a fait. J'avais besoin d'elle à mes côtés. J'avais raison, mais elle ne m'a pas cru. Elle a ouvert la porte à sa mère pour me détruire. Tu sais, certains de mes vieux amis pensent encore que j'ai maltraité Jenny et que je m'en suis tiré. Marianne hocha la tête en comprenant. Elle a fait son choix. Nous devons tous vivre avec, dit-elle doucement. Steve soupira, ouais, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Marianne fronça les sourcils et lui serra la main. Étais-tu aussi têtu avant le divorce, même pas proche? Répondit Steve en secouant la tête. 5 ans plus tard, Angela et Jenny étaient assises au premier rang du salon funéraire pour le mémorial de Steve Johnson. La veillée était remplie de monde, pour la plupart de vieux amis, voisins et collègues de la vie de Steve. Steve était décédé d'un cancer du pancréas à peine 4 semaines après avoir accompagné Jenny jusqu'à l'allée lors de son mariage. Il n'avait pas retrouvé son cercle social après le divorce, mais ceux qui le connaissaient bien venaient dire au revoir à un homme bon avec lequel ils avaient perdu contact. Marianne était là aussi. Ils ne se sont jamais mariés, mais ils étaient heureux à leur manière. Elle a fait de son mieux pour ne pas laisser transparaître la colère qu'elle ressentait envers Angela. Lud de Marco, le meilleur ami de Steve, partageait avec Jenny des histoires sur les dernières années de son père. Il lui a dit des choses qu'elle n'aurait jamais su. C'est Marianne qui a convaincu Steve de enfin faire la paix avec Jenny après son diagnostic terminal. Pendant des années, il avait jeté des lettres, supprimé des courriels et ignoré ses appels. Leur retrouvaille avait été parfaitement chronométrée, car Marianne et Steve savaient que c'était sa dernière chance. Jenny a même dû reporter son mariage, payant un prix élevé pour les changements de dernière minute juste pour que son père puisse la trahir. La cérémonie avait été émouvante. Steve a donné Jenny à son mari les larmes aux yeux et à ce moment-là, il s'est senti en paix. Ses derniers mots à Marianne furent pour la remercier d'avoir ramené Jenny dans sa vie et pour s'excuser de ne jamais l'épouser. Elle avait compris qu'il ne fallait jamais le pousser sur ce front. Ils étaient déjà heureux. Marianne a ensuite partagé avec Jenny à quel point elle avait toujours manqué à Steve. Il avait regretté de ne pas l'avoir contacté plus tôt. Il m'a dit qu'il était à ma remise des diplômes, assis dans les derniers rangs où personne ne le reconnaîtrait. Jenny se souvient, c'est vrai. Marianne a confirmé qu'il a toujours suivi votre carrière. Il était si fier quand tu es devenu détective à Streamwood. Il a conservé des coupures de presse du Herald. Il a été étonné quand ils ont dit que tu avais un don pour la criminologie. Plus tard, quand ils vous ont traité d'expert en scène de crime, il a failli pleurer. Marianne sourit doucement. Il aimait que tu suives ton rêve. Il m'a dit qu'il espérait que tu arriverais à Chicago ou dans une autre grande ville. Il voulait que tu fasses de grandes choses. Jenny a souri pendant la majeure partie de la veillée en écoutant des histoires sur la vie de son père après le divorce. C'était agréable d'entendre les gens parler de lui sous un jour aussi positif. Elle allait enfin rencontrer Marianne, quelqu'un dont elle avait beaucoup entendu parler mais qu'elle n'avait jamais rencontré. Son père semblait avoir trouvé le bonheur dans sa nouvelle vie. Il est mort content et cela a réconforté Jenny. Après les funérailles, elle a dit sa dernière prière et a remercié Dieu que son père ait enfin trouvé la paix. Angela avait essayé de contacter Jenny pendant la veillée funèbre et les funérailles, mais elle a tout gâché lorsqu'elle a fait le mauvais commentaire au mauvais moment, après que tout le monde soit parti et qu'ils n'étaient que tous les deux assis seuls. Angela a dit, « Jenny, j'ai enfin trouvé la paix. »« De quoi tu parles, maman ?» demanda Jenny totalement confuse. « Je n'ai pas pu avoir une vraie relation depuis des années de peur que ton fou ne la détruise. » Jenny n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait.
Il a été innocenté par la police, espèce de merde sans valeur, et maintenant tu es heureux qu'il soit parti pour que tu puisses enfin t'amuser. Je pensais que tu avais peut-être changé. Dit Angela, l'air blessé, mais maintenant j'espère juste que tu pourris en enfer. Rétorqua Jenny. Vous n'en avez aucune idée. La prochaine fois que je te vois, c'est pour mettre ton désolé en terre. Non, Jenny, s'il te plaît, comprends. Angela commença, mais Jenny l'interrompit. Au revoir, maman. Bonne chance dans ta vie au lit. Dit Jenny en sortant de la maison. C'était la dernière fois que Jenny parlait à sa mère. 10 mois plus tard, Angela dînait avec son petit ami, Charlie Harland, dans un steakhouse chic. Alors qu'ils étaient assis là, Charlie est devenu sérieux. Angela, ces 8 derniers mois ont été incroyables pour moi. Lui serrant la main, elle sourit, pour moi aussi, Charlie. Je n'étais pas sûr d'aimer à nouveau un jour, mais nous y sommes. Charlie la regarda profondément dans les yeux. Angela, je t'aime. Veux-tu m'épouser? Angela fit une pause, prenant une profonde inspiration avant de répondre, oui, oui, je vais t'épouser. À ce moment-là, elle pensa, il est mort, je n'ai plus rien à craindre maintenant. Une semaine plus tard, Charlie était assis sur son porche arrière en pensant à son prochain mariage et à Angela emménageant avec lui. Il prit une longue bouffée de son cigare cubain Moristo et expira lentement, profitant du moment. Mais avant même de pouvoir finir son soupir, un poulain fut pressé contre sa tempe et la gâchette fut appuyée. Ils laissèrent le poulain dans sa main, placèrent son cigare dans le cendrier et laissèrent un mot. Sous le lourd cendrier, le prix a été payé en totalité. Angela a raccroché le téléphone après avoir parlé au détective Jordan. Elle venait d'avoir une conversation émouvante avec lui, mais elle se sentait toujours engourdie, a attrapé une bouteille de somnifère qu'elle gardait à portée de main et s'est dirigée vers sa boîte aux lettres. Elle a placé une enveloppe à l'intérieur, a levé le drapeau pour que le facteur sache qu'il y avait du courrier sortant et est retournée dans sa chambre en pensant à son mariage avec Steve. Et à quel point cette journée avait été parfaite. Elle pensa à Jenny et à quel point elle était fière de sa carrière. Elle pensait aux vacances en famille, aux sorties au parc et à la façon dont tout s'était effondré après avoir laissé Martin Schindler ruiner sa vie. Alors qu'elle était allongée là, elle a prié pour revoir Steve. Elle a placé la note sur sa poitrine et s'est endormie. Pour la dernière fois, sa note disait « Mon prix a été entièrement payé ». Jenny entra dans la maison avec le courrier et un sac d'épicerie. Elle a tout posé, a accroché ses clés au crochet et a enlevé ses chaussures. Son mari Blake ne serait pas à la maison avant minuit, puisqu'il travaillait en deuxième équipe comme flic. Elle avait la maison pour elle seule. Elle se versa un verre de cabernet californien et but une gorgée, profitant du calme. En parcourant le courrier, elle a repéré une lettre. Putain de merde. Elle s'est figée quand elle a vu de qui il s'agissait, Angela Johnson. Ses mains tremblaient alors qu'elle déchirait l'enveloppe en lisant le dernier message de sa mère. Elle s'est effondrée sur une chaise, ses larmes coulant librement en lisant la note de suicide de sa mère. « Waouh, maman, waouh » murmura-t-elle en regardant la maison vide. Elle a attrapé son téléphone et a appelé le détective Jordan. « Détective Jordan, voici Jenny Stanganger, fille de Steve et Angela Johnson. » « Bonjour Jenny. Désolé d'apprendre le décès de votre mère, a déclaré le détective. Merci. Au moins, tu n'as pas besoin d'enquêter sur celle-ci, dit Jenny, essayant de garder son sang-froid. Que puis-je faire pour toi, Jenny? J'ai reçu une lettre de ma mère. C'est sa confession. Quoi? A failli crier Jordan au téléphone. C'est un aveu de tous les suicides qui étaient en réalité des homicides, dit Jenny, la voix tremblante. Elle était folle, marmonna Jordan. Je ne peux pas croire ça. Jenny a dit que le poids de tout cela la frappait. Jésus-Christ, murmura Jordan. S'il te plaît, viens me rencontrer chez moi dès que tu peux. Dit Jenny avec urgence. Je suis sur la route en ce moment. Jenny ramassa la première page de la lettre, y mit le feu et la regarda brûler dans la cheminée. Ma chère Jenny, je t'offre ce dernier cadeau de mon repentir. Que tu le crois ou non, je t'aime de tout mon cœur. Je suis désolé pour la douleur que je t'ai causée. Ce n'était pas intentionnel, et te blesser, toi et ton père, était la pire chose que j'ai jamais faite. Je savais que ça devait être toi quand Charlie a été éliminé. J'accepte ma punition. Je suis désolé de t'avoir fait traverser tout ça. J'espère que tu pourras vivre le reste de ta vie sans le poids de ma trahison. Détruisez cette page et donnez la deuxième page à la police.
La deuxième page est ma confession à eux. J'assume l'entière responsabilité de tout. Tout est de ma faute. Je ne pourrai jamais réparer les dégâts que je t'ai causés, à toi ou à ton père. Il y a eu trop de morts à cause de moi et il faut que ça arrête. S'il vous plaît, racontez à mes petits-enfants des histoires sur les bons moments, pas sur la façon dont j'ai ruiné nos vies. J'espère que toi et Blake aurez un mariage long et heureux. S'il vous plaît, ne tombez pas amoureux de quelqu'un qui essaie de vous éloigner de lui. Je t'aime, maman. PS Veuillez obtenir l'aide dont vous avez besoin. Jenny, prudemment. Lisez la deuxième page. Son poids est presque insupportable. Au moment où vous lirez ceci, j'aurai déjà mis fin à mes jours. Je ne peux plus vivre avec la culpabilité. J'ai éliminé tous ces hommes, mes amants. Ils ont payé le prix pour m'avoir enlevé à ton père. Je lui appartiens toujours. Peut-être que maintenant je pourrai le rejoindre à nouveau. Que Dieu me pardonne. Je t'aime et je suis désolé pour ce que j'ai fait à nos vies. Avant Martin, nous étions une famille parfaite. La mère Jenny entra dans le bureau du détective Jordan et s'assit en face de lui. Après avoir échangé leurs salutations, il lut la lettre, le visage pâle. « Seigneur Jenny, pardonne-moi de te soupçonner, dit-il doucement. »« Ouais, répondit-elle doucement. »« Je ne peux pas croire ça, marmonna Jordan, essayant toujours de tout comprendre. Elle a dû vraiment perdre la tête il y a des années après ce qu'elle a fait à ton père. Je ne peux pas croire qu'elle ait continué à sortir avec eux juste pour les éliminer. Je ne comprends pas. D'une certaine manière, cela a du sens. C'était elle. Jordan a poursuivi, pour quelques homicides, son alibi était incassable. Nous ne pouvions tout simplement pas l'attraper sur les scènes de crime et nous n'avions pas suffisamment de preuves. J'ai toujours pensé que ça pouvait être ton père ou l'ex de Schindler, mais leurs alibis ont tenu. Eh bien, je suis contente que ce soit fini, dit doucement Jenny. Les homicides, la douleur, tout. Soyez prudent, a prévenu Jordan. Faites attention, détective, répondit Jenny. Elle sortit de la gare, un poids s'enlevant de ses épaules. Elle a ouvert la portière de sa voiture, a levé les yeux vers le ciel et a dit « Merci, maman. J'espère que tu trouveras papa où que tu sois. »